Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Pour fêter un événement aujourd'hui, et oui, à la suite d'Henri Bartholomé Huyssen, une nouvelle présidente du Centre d'action laïque est entrée en fonction voici quelques jours. Vous avez bien entendu, j'ai dit une présidente, fait historique, c'est une femme, et je vous la présente dans quelques secondes. Véronique de Keyser, et oui, notre nouvelle présidente du Centre d'action laïque, c'est Véronique de Keyser. On ne vous présente plus Véronique, députée européenne honoraire et professeure émérite extraordinaire à l'Université de Liège. On a 30 minutes pour mieux vous découvrir, peut-être aussi redessiner les contours du Centre d'action laïque. Eh bien, le Centre d'action laïque, c'est cette institution qui représente le mouvement laïque auprès des pouvoirs publics, avec plus de 300 associations et des équipes actives sur le terrain, même en ces temps de Covid, auprès des personnes détenues, des sans-abri ou des maisons de repos. Véronique de Keyser, bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous vous sentez bien? Très. Alors, je vais pour nos téléspectateurs redresser un petit peu votre biographie qui est très, très chargée. On verra, c'est une femme d'action que nous avons à la présidence du Centre d'action laïque. Vous êtes née à Etterbeek, Véronique. Vous entamez des études de psychologie à l'ULB, mais c'est une thèse de doctorat dans la sidérurgie, et oui, et des recherches sur l'expertise humaine dans les systèmes automatisés qui vous amènent à Liège, bassin liégeois de la sidérurgie en pleine automatisation à l'époque. À l'ULG, vous devenez professeur ordinaire en 88 et puis doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Ce qui reste aussi un événement puisque peu de femmes ont été la première. Et il n'y en a pas eu beaucoup depuis non plus, doyenne de faculté à l'université. Alors, vous assumez aussi la présidence de différentes associations internationales, dont un pôle d'attraction interuniversitaire en intelligence artificielle, ce qui vous fait l'une des spécialistes mondiales dans la sécurité et la fiabilité humaine dans des environnements à risque. Alors, vous menez juste presque en parallèle une carrière politique, députée européenne socialiste de 2001 à 2014, 13 belles années. Lors de votre premier mandat, le 12 septembre 2001, au lendemain des attentats de New York, vous devenez membre de la Commission des Affaires étrangères, où vous êtes contre l'intervention américaine en Irak. Et là, on peut dire que se marque d'emblée votre engagement politique vers le monde arabe et le Moyen-Orient dans la défense des droits de l'homme et des femmes. C'est important de le souligner aussi. Vous multipliez les missions d'observation d'élections dans plusieurs pays du Sud. Vous avez la conviction que la liberté de vote est un premier pas vers la démocratie, mais il n'est pas le seul. Et puis, il y a cet engagement humanitaire avec l'association Les Enfants de Panzi que vous créez en 2015. De Panzi, je pense qu'on dit. Panzi plutôt. Vous rejoignez donc le docteur Mukwege, prix Nobel bien connu, dans son combat pour réparer les femmes violées dans l'Est du Congo. Et vous décidez de vous consacrer à l'aide psychologique apportée à ces femmes violées, mais aussi aux tout jeunes enfants. En 2018, vous créez d'ailleurs avec lui la chaire Mukwege à l'Université de Liège. Et puis votre engagement se poursuit dans la laïcité européenne avec la Fédération humaniste européenne. Et enfin aujourd'hui, cette présidence du Centre d'action laïque. Alors une présidence qui commence d'emblée par un mot, on va quand même le souligner, on en est fiers aussi. Vous êtes une femme et c'est la première fois que la laïcité a à sa tête une femme. Comment est-ce possible? Parce que la laïcité a toujours défendu le droit des femmes, mais ça se faisait parfois entre hommes. Là, aujourd'hui, la femme est là. Racontez-nous ce que ça vous fait à vous. Le poids de la responsabilité, non pas d'être à la tête du calme, mais d'être une femme tout à coup. Non, ça ne m'angoisse pas du tout. Mais d'abord, il faut tout de même rendre à César ce qui lui appartient et dire qu'au départ, dans la création même de ce qui va devenir le CAL, il y avait une femme et qui était aussi professeure d'université à l'Université libre de Bruxelles, que j'ai bien connue, qui était Lucie de Broecker et qui voulait fonder à travers quelque chose qui devait naître une société plus juste, plus égale, plus solidaire. Donc elle en a vraiment, je pense, inspiré les bases avec d'autres. Et qu'une femme arrive aujourd'hui, ben, je dirais, ça marque un tout petit peu ce qu'a été le combat des femmes. Nous avons réussi dans les textes et dans les lois
à avancer dans le cadre de l'égalité homme-femme, au niveau du travail, dans la possibilité d'avoir des comptes en banque, que sais-je. Mais dans les faits, le mouvement d'émancipation est beaucoup plus lent et il demeure encore totalement insuffisant. Donc c'est peut-être pour ça que ce n'est que maintenant, finalement, qu'il y a une femme, et j'espère que j'ouvre la voie à d'autres candidatures ultérieures. Avec un petit clin d'œil, donc, comme vous le rappeliez, à Madame de Brouckère, oui, ce qui n'est pas rien. Alors, vous entamez ce mandat, évidemment, dans un contexte très, très particulier. D'ailleurs, la proclamation de votre nomination s'est faite par téléphone, pas du tout en présentiel, visioconférence. Donc voilà, tout ça est un petit peu particulier. Et puis surtout, vous entamez dans un contexte Covid qui n'est pas simple, mais vous vous êtes beaucoup engagé pendant ce Covid, ce confinement en tout cas. Vous avez d'ailleurs assuré une écoute via un centre de ligne d'écoute auprès des personnes en fin de vie. Ça vous touchait beaucoup. Comment est-ce que vous avez vécu, on va commencer par là, ce confinement et votre arrivée à ce poste? J'ai vécu certainement mon confinement personnel, en tout cas, comme une privilégiée peut vivre un confinement, c'est-à-dire avec un compagnon et un jardin. Vous me direz, c'est l'essentiel, et un chat pour être complet. Mais ce n'était pas le cas de bien d'autres. Et je pense que le Covid a montré les angles morts de notre démocratie, les failles, c'est-à-dire tous ceux que ce confinement allait conduire carrément à une double peine. Les ménages en difficulté, les familles nombreuses dans des logements qui sont faits pour 4 et qui sont remplis par 12, les femmes victimes de violences sexuelles qui ne savent plus, qui n'osent plus ni sortir, ni téléphoner vers les lignes téléphoniques capables de les aider. La violence à l'égard des enfants aussi, qui a augmenté durant cette période. Les sans-abri, tous ceux qui étaient sans toit, qui ont demandé de se confiner, qui restaient dans la rue, je dirais qu'on n'a plus vu que ça. Et finalement, ceux qu'on croyait à l'abri, c'est-à-dire les plus âgés, qu'on appelle de façon paternaliste nos aînés, comme si c'était tout à coup un patrimoine de la nation. Et bien, ce patrimoine de la nation, il a été bien mis à mal parce que la vie dans certaines maisons de repos, ça signifiait aussi la mort. Et donc, il nous faudra revoir tout ça, la tête reposée, je dis, en essayant que si un jour, et demain, peut-être, une telle pandémie redémarrait, nous n'ayons pas les mêmes incohérences, les mêmes erreurs et les mêmes cruauté que finalement ce confinement a eu pour tant de personnes. La laïcité, bon, vous baignez dedans depuis toujours, mais est-ce que ce confinement, justement, vous a fait changer un regard? Est-ce que vos objectifs de départ, que vous étiez peut-être fixés pour cette présidence, ont quelque peu évolué? Vous vous êtes dit, il va quand même falloir aborder cet après-confinement, ce ne sera plus pareil. Je ne pense pas du tout que ma vision de la laïcité est celle qu'en ont les laïcs que j'ai autour de moi ou l'image qu'on peut s'en faire se soit modifiée durant ce confinement. Je pense que la laïcité qui est basée sur des idées de liberté, un principe de respect des droits de l'homme, d'épanouissement personnel, de possibilité de vivre une vie en pleine égalité, en pleine solidarité, mais tout ça, ce dont on rêve dans tant de pays, ben ça reste, quoi. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les pays, il y a un caractère universel de la laïcité qu'on retrouve dans l'aspiration des gens, que parfois ils n'appellent pas laïcité d'ailleurs, mais ça c'est pas ça qui est important. Donc cette aspiration vers plus de justice, plus de solidarité, plus d'égalité, qu'on voudrait voir concrétisé dans nos politiques, eh bien ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la manière dont on peut le décliner. Et ce qui a changé peut-être, c'est dans certaines priorités. Première priorité, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, nous faisons beaucoup au CALM, nous avons toujours beaucoup fait. Vous avez cité plus de 300 associations, 7 régionales. Et la première chose qu'avec Henri Bartholomeus, qui était président, et avec le conseil d'administration, on a fait, c'est aller voir, demander ce qui se passait sur le terrain. Et maintenant, mon premier geste, et là, je n'ai pas assez de remerciements pour ces équipes qui ont été à pied d'œuvre tout le temps, ce sera de dire, écoutons ce que nous dit le terrain. Qu'est-ce qui nous a appris? Qu'est-ce que ça peut renverser dans certaines priorités? Vers où on doit aller? Et je vais piquer
une thématique peut-être, et une seule, parce qu'il y en a tellement, mais je voudrais piquer la thématique de la violence sexuelle et de la violence à l'égard des enfants. C'est une thématique qui m'a toujours profondément remuée et que, vous l'avez souligné, dans mon travail pour le viol des enfants, le viol de guerre des enfants avec le docteur Mukwege, j'approfondis depuis 5 ans maintenant. Mais il n'y a pas que dans les guerres que ça se passe. Et les chiffres, à cet égard, sont terribles. En temps ordinaire, quand il n'y a pas de pandémie, quand on n'est pas confiné, eh bien, 25% des viols concernent des viols domestiques sur les moins de 5 ans. Et dans les viols, en général, 87% sont des filles et le reste des garçons. Et donc, vous voyez bien que dans une période de confinement, ce fait, qui est terrible, et les chiffres viennent de France, et elles viennent, je voudrais la citer, de Muriel Salmona, qui est une de mes amies avec lesquelles je travaille beaucoup. Ces chiffres sont affolants. Mais ça, c'est un angle mort. Et cet angle mort, est-ce qu'il faudra s'y attacher davantage, par exemple, le mettre plus en lumière? Ça, on le verra, mais on sait que cette partie-là a souffert énormément, comme les autres que j'évoquais. Mais donc, on va faire le bilan de tout ça avec les équipes qui sont sur place et on va revoir les stratégies qui s'imposent. Alors, il y a un deuxième volet sur lequel je voudrais qu'on se penche, c'est la question de la santé en général. Vous savez, le CAL, ça n'a pas été son angle d'attaque le plus fort, si ce n'est la santé reproductive, tout ce qui est l'interruption volontaire de grossesse, etc., qui sont nos combats emblématiques de l'éducation à la vie sexuelle. Oui, l'éducation à la vie sexuelle, les VRAS, bien entendu. Tout ça, nous y travaillons depuis longtemps. Mais cette idée même que la santé doit être prioritaire aujourd'hui, que les pandémies telles que nous l'avons connues la dernière vont, et tous les scientifiques le disent, se multiplier demain. Et que demain, on se trouvera avec des maladies dont on n'a pas la pharmacopée efficace. Il faudra rechercher de nouveaux vaccins, il faudra peut-être reconfiner. Ça, ce n'est pas des prédictions de Cassandre, c'est dans les papiers depuis longtemps. Donc finalement, le Covid n'aurait pas tant dû nous surprendre. Vrai, on n'a pas été mais préparés, donc, la santé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça peut être dans le cadre du libre marché? Est-ce que ça peut être un objet de marchandise? Est-ce qu'on peut faire ce trafic de masques, faire monter les prix pour des masques qui sont indispensables? Donc, ce problème de la santé et de la place qu'on lui donne dans nos sociétés, le fait qu'aujourd'hui, la santé de l'environnement, la santé des animaux et la santé de l'homme sont étroitement liées, que les maladies partent d'un côté pour arriver chez nous, ça, c'est la notion globale de la santé. Tout ça, c'est à approfondir. C'est à approfondir. Ce sont des questions ouvertes avec des scientifiques, avec des laïcs, avec tous ceux qui s'intéressent à ce problème, parce que c'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. On ne peut pas faire de la santé une marchandise comme une autre. Et le troisième volet, vous avez parlé du monde de demain, et le troisième volet, c'est le Vade Retro Satanas, c'est notre tentation, repartir sans tirer les leçons de quoi que ce soit. Repartir, recommencer. Il faut relancer l'économie, il faut rouvrir les écoles, et je me réjouis que les enfants puissent retourner à l'école dès demain, et dès demain très rapidement, parce que l'enseignement, c'est le pilier de l'égalité dans nos sociétés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait, est-ce que les économies de demain doivent être celles d'aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas repenser tout? Est-ce que les nouvelles technologies, il ne faut pas s'intéresser à ça? Ça, c'est des questions centrales. L'intelligence artificielle et le traçage, comme on a voulu le faire, des parcours des gens, c'est des questions clés. On y reviendra, et je vous coupe, Véronique, parce que justement, c'est un très bel enchaînement. Merci. Je voulais vous proposer... non, mais on y reviendra. C'est des questions qui me passionnent tellement. Pour illustrer votre propos, je vous propose une interview de Bouygues Lanners. Vous connaissez, comédien, réalisateur, peintre. Je le connais bien, il est liégeois.
Voilà, polyforme. On écoute son interview parce que d'aucuns disent changement, mais parfois on doute de ce changement. On y revient juste après. Moi, j'ai cru pendant 15 jours au début de la crise qu'il y aurait un avant, un après, mais maintenant, je suis totalement persuadé qu'il y aura un avant, et puis après, il y aura un avant qui est encore pire qu'avant. Tout le monde est prêt à relancer l'économie telle qu'elle était et essayer de rattraper le temps perdu. Or, on sait très bien que cette économie-là, ce monde-là ne fonctionne plus à long terme, ne fonctionnera pas à long terme, et je pense qu'elle est déjà en train de s'effondrer et de s'effriter. Donc voilà, moi, c'est le retour à la normale qui me fait peur, c'est qu'on ait un retour à la normale sociale, sanitaire, oui, mais un retour à la normale comme c'était, si tant est que ce qui était avant était la normale, un retour à la normale comme ça, non. Et là, malheureusement, je pense qu'on y va, et on y va même plus vite que prévu. Le capitalisme et le profit, c'est quelque chose qui a 3 siècles au maximum, mais encore en Occident, en Chine, c'est encore plus récent. C'est-à-dire que c'est tellement inscrit dans notre ADN, c'est un peu de l'ordre d'une religion maintenant. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'imaginer le monde, la fin du monde, que d'imaginer la fin du capitalisme. On n'arrive pas à envisager un système économique différent de celui-là. À tel point, il est rentré dans notre ADN. Mais c'est aussi parce qu'on associe le bonheur, systématiquement, le bonheur à la masse de choses qu'on peut acheter ou posséder. Donc, les paramètres pour dire que l'économie est saine, c'est le bâtiment va bien. Alors, on sait que le bâtiment, c'est pas bien parce que on enlève des superficies de végétation qui peuvent absorber les eaux, etc. Et c'est quand le secteur automobile va bien. Et on sait très bien que trop de bagnoles, ça pollue et ça génère clairement des gaz à effet de serre qui contribuent au bouleversement climatique. Donc, c'est des bons paramètres pour l'économie, mais ce n'est pas du tout des bons paramètres pour la planète. Et on sait que cet ingrédient-là est absolument nécessaire aujourd'hui dans le débat, mais ça reste quelque chose, c'est pour plus tard. Tant que ça n'impacte pas la législation présente, personne ne prend de décision. Dans aucun média, dans aucune réunion politique, on a amorcé ne fût-ce que 2 minutes de débat sur c'est quoi la décroissance, en quoi cela peut être intéressant. On ne parle que de croissance, de retrouver le PIB, de retrouver les pourcents qu'on a perdus sur le déficit budgétaire. Voilà, donc on n'est pas du tout dans l'approche de quelque chose de neuf. On est dans vite reconstruire ce qu'il y avait eu d'avant, mais d'aucune manière, ni à gauche ni à droite, on essaie de retrouver un nouveau modèle. Donc on n'en parle même pas. Un gouvernement a pu imposer un lockdown du jour au lendemain à la moitié de la planète et tout le monde a suivi. Quand les signaux sont forts et que le gouvernement explique pourquoi ça doit être fait et oblige les gens à le faire, les gens suivent parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. Les gens savaient que c'était dans leur intérêt de rester confinés, ils sont restés confinés. Donc il faut aussi qu'il y ait une impulsion qui vienne des gouvernements et des politiques, une impulsion forte. Voilà, on sait évidemment, Bouli Lenders n'a pas sa langue en poche. Il se bat d'ailleurs pour un réel changement climatique et social depuis des années. Est-ce que vous pensez, comme lui, vous qui avez eu une belle et longue carrière politique, qu'il faut une impulsion et que les politiques vont peut-être nous rejeter dans un capitalisme et dans ce qu'on a connu avant et qu'il faut ce changement là aussi? Alors d'abord, j'inviterai Bouli Lenders certainement au CAL au moment où on lancera les débats sur ce troisième volet. Je pense qu'il faut effectivement se questionner, et se questionner sur les lignes de force de notre économie future. Vous savez, je l'ai déjà évoqué en disant que nous n'avions qu'une seule santé au niveau planétaire. Et là, c'est tout l'aspect écologique qui doit être remis en question, mais aussi tout l'aspect de notre santé humaine et de la santé vétérinaire, finalement. Ça, c'est déjà une première piste. Si on ne maintient pas ce capital-là, eh bien, à ce moment-là, nous mourrons, tout simplement, parce que tout est lié. On ne pourra pas se dire, et on l'a vu pendant la pandémie, mais on croyait qu'on était surpuissant, on se retrouve tout nu dans une planète. Vous l'avez dit dans les médias. On n'est pas si puissant que ça. Non, on n'est pas si puissant que ça. Mais maintenant, il faut prendre des priorités, des décisions au niveau économique. Mais leur mise en place va nécessiter du temps. Vous savez, ce n'est pas en claquant des mains qu'on change une économie mondiale. C'est en investissant, c'est en rassemblant. Mais vous y croyez réellement, Véronique de Keyser? Il y a un très fort mouvement. Si vous écoutez Attali, je vous assure, Attali, ça n'a pas toujours été ma tasse de thé, etc. Mais c'est un type qui n'a pas l'économie en dégoût et qui dit qu'il faut un changement radical de l'économie. Donc il y en a beaucoup qui le pensent. Maintenant, la vraie question, c'est pas seulement qu'il y en ait beaucoup qui le pensent, mais est-ce que
les politiques vont suivre. Est-ce qu'on va investir de l'argent là-dedans? Et ça veut dire, est-ce que les industriels vont suivre? Et dans la période qu'il faudra pour voir des caps qui changent, qu'est-ce qu'on va faire de la crise économique qui risque d'y avoir et du chômage? Et là, on a... Donc, j'adore quand on réfléchit tout haut, et je trouve qu'on ne peut surtout pas tourner la page. Et la tentation est grande de se dire, allez, on recommence comme avant, redémarrer les avions et on part en Espagne. Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, nous voulons au CAL. Nous pensons que les politiques, ils vont peut-être pas changer tout seuls. Nous voulons au CAL, avec d'autres, et il y en a beaucoup dans le monde, établir des propositions, donner nos priorités en tant que laïcs, c'est-à-dire qui voulons un monde où les inégalités soient réduites, pas un monde où il y ait des réfugiés climatiques qui arrivent chez nous. Et tout ça, c'est un programme qui est ouvert vers aussi des nouveaux débouchés, vers aussi des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, mais des technologies qu'on maîtrise et dont le citoyen a le contrôle. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Il faudra redoubler de vigilance justement pour ne pas avoir encore plus peur de l'autre. La laïcité se bat contre ça, pour éviter les replis communautaires aussi. Justement, si nous repartons... Une crise sociale, c'est dangereux d'avoir peur de l'autre. C'est peut-être ça que je retiens le plus, c'est pas la critique violente et certainement... justifié de la part de Bouli du capitalisme, mais c'est plutôt l'idée que nous ne pouvons pas retourner dans un monde où les peurs et l'anxiété par rapport à l'évolution du monde, par rapport à justement ces changements climatiques, ces guerres, etc., ça nous a amené, ça fait le terreau des peurs et donc des populistes. Et si ces gouvernements-là reprennent les rênes de l'Europe, on sait ce qui va arriver. Ils ont été véritablement les fossoyeurs de l'Europe du XXe siècle. 2 guerres, ça ne s'oublie pas. La Shoah, ça ne s'oublie pas. Le racisme et la xénophobie, ce sera non. Mais tant que nous n'aurons pas calmé les peurs, et quoi d'autre qu'une ouverture vers l'avenir, quoi d'autre que le respect de l'état de droit, des repères clairs, si nous ne parvenons pas à ça, alors nous aurons effectivement un retour en arrière, du communautarisme, du repli sur soi identitaire, et ça, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas. 2 thématiques sur lesquelles je vais vous lancer aussi, juste après l'interview que je vous propose, 2 autres petites interviews de Jean-Michel de Waal, professeur de sciences politiques à l'ULB, et de Pierre-Arnaud Perouti, directeur de la Ligue des droits humains, sur justement ces 2 thématiques, le respect de la vie privée et l'Europe. On écoute et on se retrouve juste après. La crainte, évidemment, notre crainte, c'est que, en fait, ce régime un peu particulier déborde par la suite et qu'on ait déplacé le curseur et qu'on se soit habitué à pouvoir utiliser ces données. C'est déjà le cas dans d'autres États. On a parlé de la Chine, on a parlé de la Corée, on parle aujourd'hui de la Russie. Alors aujourd'hui, en Belgique, en France, pour l'instant, en tout cas, au jour où on parle, ce sont simplement des drones qui survolent des parcs avec la police dans un micro qui dit « dispersez-vous, rentrez chez vous ». Et le stade suivant, c'est ce que fait déjà la Chine, c'est de mettre des caméras avec des logiciels de reconnaissance faciale sur ces drones et de pouvoir identifier quels sont les gens, éventuellement leur infliger des amendes, voire un stade plus loin avec des caméras qui permettent de repérer une température corporelle trop élevée et donc des gens qui auraient de la température. Donc on entre dans un champ du possible d'un point de vue à la fois sanitaire mais sécuritaire qui est gigantesque, quoi. Et si on n'y fait pas... si on n'y prend pas garde, on risque un jour de se retrouver, certes avec un meilleur contrôle sanitaire sur l'ensemble de la population, mais sans vie privée. Or, la vie privée, c'est fondamental. On ne doit pas lâcher la vie privée, ni au nom de la sécurité, ni au nom de la lutte pour notre santé, quoi. Le leadership européen est totalement absent et nous manquons, premièrement, de cela. Deuxièmement, nous manquons vraiment de solidarité, mais basique. Ce qu'il y a de terrible pour la construction européenne, c'est de se rendre compte que dès qu'il y a une crise qui met en jeu la vie des citoyens nationaux, chacun s'est replié. L'Europe a cessé d'exister. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la construction européenne où la Belgique ferme sa frontière avec les Pays-Bas? Parce que c'est le Benelux.
est-ce que vous vous rendez compte que la Suède et la Finlande ferment les frontières? Donc des pays qui sont totalement liés à l'histoire de façon profonde, bien avant l'Union européenne, qui ferment leurs frontières. Quelles difficultés les Italiens ont eues pour recevoir de l'aide de l'Union européenne? On se demande vraiment si le fait d'être européen, pour les élites politiques et économiques européennes, ça signifie quelque chose. Écoutez, dans l'Union européenne, ce petit jeu de détournement de masques entre la Tchéquie, l'Italie, la France, etc., dans l'Union européenne, ça veut dire que l'idée européenne est bien moins ancrée dans les cultures des États-nations, des responsables et des citoyens que ce qu'on ne le pensait. Et ça, c'est tout à fait dramatique. Voilà, avec Jean-Michel De Waal et Pierre-Arnaud Perouty, on le voit bien, Véronique de Keyser, il y a 3 mois, on aurait eu du mal à croire que les frontières de l'Europe, avec nos voisins, seraient fermées et qu'on allait nous surveiller avec des drones dans les parcs de Bruxelles et d'ailleurs. Ce monde-là, il va falloir en prendre son parti. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ça vous évoque quoi, ces 2 thématiques-là? Je crois que la problématique des drones, par exemple, du traçage et de la reconnaissance faciale, le véritable problème, c'est à quoi ça doit servir. C'est la finalité que nous devons regarder. Ces technologies, par exemple, de reconnaissance faciale ou de reconnaissance de figure, c'est celles qu'on peut employer dans le médical pour regarder une radio et voir s'il s'agit d'un cancer ou pas. On reconnaît des formes, etc. Les drones pour surveiller, c'est ce qu'on peut utiliser en Afrique dans une écologie verte pour surveiller des larges plantations sans devoir mettre des gens dans des conditions de travail insalubres. Toutes ces technologies sont les mêmes. Et donc, c'est la manière dont on les utilise. Il faudra faire attention dans l'après. Alors, maintenant, la question de la vie privée, elle est absolument à préserver. Et l'Europe a plein de défauts, il y en a raison de la dénoncer, mais elle avait tout de même fait un pas en avant avec un règlement qui nous ennuie tous, mais qui est le règlement général pour la protection des données. Il faut que l'Europe, si elle veut nous aider à développer des technologies du XXIe siècle et qui sont souvent dérivés de l'intelligence artificielle ou quoi d'autre. Enfin, bon, peu importe de toute façon, il faut que l'Europe soit capable de mettre les balises à ces technologies-là. Et nous, au CAL, depuis des mois, nous sommes un des experts de l'Union européenne qui indique les dangers éthiques de l'utilisation de certaines de ces technologies, et on va continuer dans cette voie. Je ne crois pas qu'il faille avoir peur des technologies en elles-mêmes. Je crois qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'une utilisation temporaire qui préserve la vie. Comme le disait Pierre-Arnaud, c'est là. Je ne crois même pas qu'il faut avoir peur d'une fermeture temporaire des frontières à l'intérieur de l'Europe, mais j'ai encore plus peur de la fermeture des frontières par rapport à des flux d'immigrés venant de certains pays. Pour moi, ça, c'est totalement le réel danger. On va bientôt terminer cette émission. Il nous reste 1 minute. Je voudrais vite un mot rapide sur la jeunesse, la laïcité et la jeunesse. Je vous ai lu, vous dites qu'on ne naît pas laïque, on le devient en quelque sorte. Il faut leur apprendre ça. Rapidement, on termine là-dessus. On le devient, donc ça ne s'apprend pas comme un catéchisme, mais vu l'extraordinaire solidarité, les mouvements des jeunes que j'ai vus sur les vidéos pendant ce Covid, et tout le travail, même à distance, qui a été fait par les apprenants pour les amener à avoir un confinement plus facile. Je dirais que cette jeunesse, elle vient d'avoir son baptême, son baptême de la laïcité cette fois-ci. Ils ont été devant des phénomènes qu'il va falloir leur expliquer, qu'il va falloir approfondir. Nous avons un point d'amorce là, et je suis sûre de toute façon que sur la question du changement climatique, de la santé, etc., ils sont déjà au rendez-vous et parfois ils nous ont précédés. Très bien, vous y croyez, la jeunesse de demain. Merci beaucoup, Véronique de Keyser. Bonne présidence à vous. Merci. Pour sûr, on se reverra. Merci à nous de nous avoir suivis, d'avoir choisi de nous suivre et de nous écouter. On se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Et on vous souhaite une belle après-midi. À très bientôt.